Bonjour, au nom de la Haute École de Santé de Fribourg, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cycle de conférences dans le cadre de nos rencontres Carrefour Recherche et Pratique. Afin de faciliter le bon déroulement de notre séance, je vous invite à couper vos caméras et vos micros que vous pourrez rétablir lors du temps d'échange. L'objectif de nos rencontres est bien celui de permettre aux nouveaux docteurs en sciences infirmières et ou de la santé de présenter les fruits de leurs études doctorales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Alexandra Nguyen. Madame Nguyen est infirmière, PhD en sciences de l'éducation et aujourd'hui professeure HES et doyenne facultaire à la Haute École de Santé de la Source, à Lausanne. Après une carrière dans les soins infirmières en psychiatrie et dans l'ingénierie de la formation aux Hugues à Genève, Madame Nguyen s'investit dans la recherche clinique à la source et développe sa ligne de recherche dans les champs d'interaction en situation de travail et de formation en santé. En 2020, Madame Nguyen a soutenu sa thèse doctorale intitulée « La supervision à la relation thérapeutique en psychiatrie, perspectives interactionnelles, des rapports des places et des trajectoires de l'affectivité ». Sa présentation aujourd'hui se centrera notamment sur la dynamique des places dans les interactions de supervision, une gestion collaborative, des enjeux de pouvoir, d'expertise et d'expression des émotions. Un temps de questions-échanges est prévu suite à sa présentation. Vous pourrez poser vos questions soit en direct, soit, si vous le souhaitez, par chat. La conférence est enregistrée et sera mise à vos dispositions dans notre site, du même que les supports de cette présentation. Nous remercions d'ores et déjà Madame Nguyen pour sa présence et puis, sans plus tarder, nous lui passons la parole. Bienvenue Madame Nguyen. Merci beaucoup. Merci Margarita Cambra pour cette introduction, ces présentations. Et puis, je profite aussi de remercier Madame Verdon qui m'a aussi très bien accueillie et coordonné tout cela. Merci à la Haute École Fribourg et à Nathalie Vien-Piton, que j'ai vu dans l'auditoire, de m'avoir invitée à présenter les résultats de ma recherche. Et puis, je remercie aussi tout particulièrement les participants à la recherche et puis vous, auditeurs, qui êtes intéressés par la thématique. Donc, je vais partager mon écran pour ouvrir aussitôt mon PowerPoint. Voilà. Donc, je vous présente une partie des résultats de la recherche qui concerne les rapports de place et de pouvoir dans les interactions de supervision. Et je commencerai par une très brève présentation de la recherche. Et puis ensuite, je vous présenterai la dynamique des places dans la supervision par un exposé des enjeux relationnels dans les interactions que j'ai étudiées. Et je conclurai avec une réflexion sur la professionnalité des superviseurs. La supervision est un dispositif central de la formation des thérapeutes. Le développement des compétences techniques, relationnelles et identitaires en constitue les buts principaux. La supervision met en présence un thérapeute et un superviseur expert qui analysent ensemble les actions et les interactions des thérapeutes avec leurs patients. Ces analyses visent à développer les compétences relationnelles indispensables à la construction d'une alliance et d'intervention thérapeutique. Et dans les échanges de supervision, le thérapeute est à la fois sujet des situations qui sont analysées et également narrateur des récits d'expérience. La supervision comporte une complexité qui est inhérente à la gestion émotionnelle des échanges lors du travail sur la relation thérapeutique. Les émotions éprouvées par le thérapeute dans la situation clinique sont convoquées dans les récits d'expérience, mais elles sont aussi actualisées dans la situation de supervision elle-même. Le superviseur, quant à lui, est garant d'une efficacité au plan clinique et pédagogique.
Et puis, l'organisation d'une séance de supervision et la gestion des interactions est à la fois définie par la négociation, moment après moment des tours de parole, et par le cadre interactionnel de la supervision. Malgré un champ de recherche investi par les communautés professionnelles et scientifiques, il existe peu ou pas de recherche qui documente le travail de supervision dans les situations concrètes d'émergence. Les enjeux relationnels dans les interactions. Pour assurer le bon déroulement de l'interaction et élaborer une activité conjointe, les personnes se positionnent les unes par rapport aux autres selon les droits et les devoirs déterminés par les statuts et les rôles définis par le cadre de la rencontre. Il s'agit de mener des activités spécifiques à la supervision, comme renseigner la situation clinique, problématiser cette situation, enseigner, apprendre à propos de cette situation, donc acquérir des nouvelles connaissances, évaluer les actions thérapeutiques qui ont été menées, préparer les interventions futures. Le rôle de chacun concourt à ces activités conjointement menées. Le thérapeute, lui, doit décrire les événements qui sont survenus, apporter des connaissances à propos du patient, de son histoire, de ses traitements. Il est attendu du superviseur, lui, qu'il forme le thérapeute. Pour cela, il doit obtenir des informations concernant cette situation clinique afin de proposer une compréhension éclairée des phénomènes rapportés. Et puis ainsi envisager les interventions à accomplir et étoffer les connaissances et les compétences du thérapeute. À chaque instant d'une rencontre, donc de supervision, les interactants ont des possibilités de confirmer cette répartition des rôles et des tâches, ou alors de renégocier selon les enjeux relationnels présents entre les personnes dans cette situation. Selon l'approche interactionniste que je mobilise dans cette recherche, les relations humaines sont configurées selon 3 ordres de l'interaction, l'ordre déontique, l'ordre épistémique et l'ordre émotionnel. Dans chacun de ces ordres interactionnels, les enjeux de pouvoir, de la connaissance et de l'affectivité engendrent des négociations de place dans l'échange. Je vous présenterai les résultats de mes analyses sur ces phénomènes. L'inconvénient avec Teams, c'est que vous allez voir les messages que je reçois, je crois. Désolée. La visée de la recherche. Les visées ont consisté d'une part à documenter la professionnalité des superviseurs par une analyse des interactions dans leur contexte et leur situation d'accomplissement, et également de décrire les phénomènes relationnels du point de vue des rapports de pouvoir, d'apprentissage et d'engagement émotionnel dans la supervision. Je vous présente en quelques mots les cadres de la recherche et leur ancrage dans la littérature scientifique. Tout d'abord, le cadre contextuel avec une revue de la littérature concernant la relation thérapeutique en psychiatrie, ainsi que la supervision. Ensuite, le cadre théorique pour vous présenter la perspective interactionnelle du travail et de la formation, les fondements épistémologiques de l'analyse interactionnelle et plus précisément les 3 ordres de l'interaction que je viens d'évoquer sur la dia précédente. Et puis ensuite, je vous présenterai le cadre méthodologique qui me permet de décrire la démarche que j'ai menée après vous avoir présenté mes questions de recherche. La relation thérapeutique est une dyade collaborative qui nécessite un processus d'ajustement mutuel. L'engagement et l'alliance thérapeutiques sont identifiés comme des composantes centrales des soins et puis également des ingrédients à l'efficacité des traitements. De plus, au cours des interactions, le thérapeute éprouve des émotions qui convoquent sa propre histoire et qui influencent les décisions qu'il prend au cours de la thérapie. La conscience de soi, au plan émotionnel, cognitif et comportemental, s'avère alors indispensable pour adopter une posture professionnelle. La formation des thérapeutes revêt alors un enjeu majeur pour l'efficacité des traitements. Et les études dans ce domaine montrent que la formation à la relation thérapeutique permet la conceptualisation des réponses émotionnelles et l'autoréflexion sur les expériences et sur les interactions thérapeute-patient. Il y a des recommandations professionnelles et scientifiques issues de ces études qui indiquent que la supervision est une modalité importante de la formation des thérapeutes sur la dimension relationnelle avec les patients.
Ma recherche s'intéresse au phénomène interactionnel en situation de formation. Les fondements épistémologiques de l'analyse interactionnelle sont ancrés dans la microsociologie de la vie quotidienne d'Erving Goffman, les courants de l'ethnographie de la communication et l'ethnologie et l'analyse conversationnelle. Les processus de la formation professionnelle sont étudiés selon des disciplines, des approches théoriques et des méthodologies diverses, telles que l'ergonomie, la didactique professionnelle, le workplace learning par exemple. La recherche dans le domaine des interactions en situation de formation relève un intérêt pour les processus et les conditions d'apprentissage au travail, les fonctionnements collectifs, les ressources multimodales et les compétences interactionnelles. L'interaction donc est au cœur de l'apprentissage. Il s'agit d'apprendre avec et par les autres. Cette recherche est adossée à une conception de l'interaction comme étant située et constituée dans 3 ordres qui définissent la relation momentanée des participants à l'interaction. Donc l'ordre déontique qui fait référence au droit des participants d'imposer des actions à leurs coparticipants. L'ordre épistémique qui comprend les informations que les participants à l'interaction ont le droit ou l'obligation de connaître par rapport à leurs coparticipants en situation. Et l'ordre émotionnel qui concerne l'affectivité que les participants sont autorisés ou attendus d'exprimer à leurs coparticipants. Des négociations relationnelles sont menées en permanence par les interactants et impliquent des gestions complexes d'enjeux liés au pouvoir, aux connaissances et aux émotions. Donc, mes questions de recherche s'intéressent à la manière dont les interactions en situation de supervision rendent compte à la fois des enjeux relationnels thérapeutiques qui sont décrits par le thérapeute, mais également des enjeux relationnels qui sont accomplis entre le superviseur et le thérapeute. Elles portent également sur les ressources langagières multimodales mobilisées par les interactants pour négocier ces enjeux. Et mes questions visaient également à comprendre et décrire les contributions spécifiques du superviseur. Je vous présente maintenant le cadre méthodologique de la recherche en commençant par le contexte de l'étude. La formation des thérapeutes en psychiatrie est reconnue au niveau fédéral et concerne la formation post-graduée des médecins spécialisés, FMH, et des psychologues, FSP. La supervision, elle constitue une modalité prescrite dans les curriculums de formation et les superviseurs doivent avoir une formation post-graduée, justement, et 5 ans de pratique professionnelle clinique. Les participants que j'ai recrutés œuvrent dans le cadre de la psychiatrie hospitalière et des consultations communautaires. J'ai filmé les supervisions de 6 tandems, superviseurs-thérapeutes. Les superviseurs sont constitués de 3 médecins et un psychologue, les thérapeutes de 3 médecins et 3 psychologues, et les 3 grandes approches psychothérapeutiques sont représentées, donc la TCC, la systémique et la psychanalyse. Le projet de recherche a été accepté par 3 commissions éthiques suisses éthiques et le corpus comprend 35 séances de supervision vidéo enregistrées qui totalisent 28 heures. Alors, le premier mouvement analytique sur l'ensemble du corpus a permis de décrire les formes et les activités de supervision, ainsi que le statut du travail sur la relation thérapeutique dans les séances de supervision. Pour constituer la collection de données, plus spécifiquement, j'ai établi les critères de sélection des séquences sur les registres thématiques de la relation et des émotions. Et la sélection a été orientée par les indices du lien entre le thérapeute et le patient, ainsi que les indices de sentiments, d'émotions qui sont décrits dans les discours des thérapeutes. Le temps total de travail sur la relation thérapeutique est de 7h36, ce qui correspond à peu près à 27% de l'ensemble de la supervision, donc un peu plus d'un quart du temps de la supervision. Le temps restant est consacré au travail technique et théorique selon les approches thérapeutiques qui sont concernées par la supervision. La collection comptabilise 51 séquences de travail dédiées à la relation thérapeutique.
J'ai déterminé les conventions de transcription de toutes ces séquences en me référant à la littérature dans le domaine des analyses interactionnelles et selon les principes de pertinence analytique, d'accessibilité, de robustesse, d'économie et d'adaptabilité. Les outils analytiques que j'ai sélectionnés et employés pour l'ensemble de mes analyses étaient l'organisation topicale, autrement dit l'organisation thématique des conversations, l'implication émotionnelle et l'affiliation, le positionnement sur les 3 ordres de l'interaction et les discours rapportés des pratiques énonciatives. Alors j'arrive dans la partie analyse et résultats. Les résultats de la recherche se structurent en 3 grands chapitres et concernent le travail sur la relation thérapeutique, les trajectoires de l'affectivité et la dynamique des places. Donc aujourd'hui, je vous parlerai plus particulièrement de la dynamique des places, mais j'ai également regardé plus précisément les pratiques énonciatives sur les 5 activités de supervision, avec une focale aussi sur les phénomènes d'emboîtement ou de focalisation, et puis des cadres interactionnels. Du point de vue des trajectoires de l'affectivité, c'est les phénomènes d'implication, d'affiliation, de désaffiliation et d'autoréflexivité que j'ai étudiés et décrits. Et puis, tout de suite, je vais vous présenter les dynamiques de place par les positionnements et les ressources interactionnelles. Donc, je vais commencer par l'ordre épistémique. Donc, je vais vous décrire chacun des ordres du point de vue interactionnel et de ses enjeux. Alors, pour rappel, l'ordre épistémique, je l'énonçais tout à l'heure dans le cadre théorique, renvoie aux informations que les participants à l'interaction ont le droit et l'obligation de connaître par rapport à leurs coparticipants. Et je me suis intéressée aux ressources mobilisées dans la gestion des savoirs lors du travail sur la relation thérapeutique. Je me suis intéressée aux différents territoires épistémiques, aux territoires d'expertise qui sont mobilisés pour mener les activités de supervision. Autrement dit, qui sait quoi et qu'est-ce qu'apportent ces savoirs finalement à l'interaction. Le contexte de la supervision est organisé selon un cadre contractuel institutionnel qui détermine des statuts et des rôles à chacun des participants, des coparticipants. À chaque instant interactionnel, ces positions initiales qui sont prédéterminées sont soit confirmées, soit remises en question. Et la répartition des connaissances, puisqu'on est sur l'ordre épistémique, et les attributions d'expertise sont sans cesse négociées et renégociées entre les personnes. Je vais vous décrire ça dans quelques instants. Donc maintenant, de manière un peu plus précise, dans ce cadre interactionnel de la supervision, le superviseur est reconnu comme appartenant à la catégorie sociale de l'expert clinicien, le formateur. Il est considéré comme possédant une connaissance avancée des processus thérapeutiques. Il a un statut qu'on dit K+, K pour knowledge et plus parce qu'il est sachant, ou bien K- pour celui qui est en position de moins de connaissances par rapport à son coparticipant. Donc ici, les termes que j'emploie, c'est SK+, pour le superviseur en position sachante et TK- pour le thérapeute en position de non-expertise. Donc, le superviseur est celui qui détient l'autorité et la responsabilité épistémique en ce qu'il est attendu qu'il détienne un savoir à transmettre, une expertise et une expérience de la thérapie qui sont supérieures à celles du thérapeute en supervision. Et il est aussi attendu qu'il entreprenne des actions nécessaires à cette supervision. Le thérapeute, quant à lui, est reconnu comme la personne à former, à accompagner dans le développement de ses connaissances et de ses habiletés à soigner les patients, les usagers. En ce sens, il est considéré comme possédant moins d'expertise dans le domaine de la thérapie et il endosse donc un statut complémentaire à celui du superviseur. On parle alors de rapports asymétriques ou complémentaires comportant une pente plus ou moins prononcée. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec quelques données.
Alors, juste avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, habituellement, je présente des données vidéo, mais vu la modalité en distanciel, pour préserver correctement l'anonymat des participants, j'ai décidé de vous présenter des transcriptions et puis pas des vidéos. Donc, je vais lire les verbatims, ce sera avec moins de prosodie probablement que les vraies données. Donc ici, on a une première séquence qui me permet de vous montrer cette répartition des rapports de place et des positions sur l'ordre épistémique. Donc le superviseur, je vais vous lire la transcription. Le superviseur dit, en s'adressant à la thérapeute, « Elle vit tes commentaires comme quelque chose d'abusif. » La thérapeute répond, « Oui, c'est vrai. » On a 2 secondes de pause et le superviseur reprend. Et sans doute, ça va continuer parce qu'elle te vit comme quelqu'un qui veut lui faire, enfin, je sais pas, la morale, tu veux lui faire rentrer des choses dans son esprit. Et puis elle dit non, c'est pas ça. Elle résiste toutes ses forces à ça. Il y a ensuite une pause de 3 secondes. La thérapeute produit un continuateur vocal et elle écrit dans son dossier. Donc, dans cet extrait, on observe une confirmation du rapport épistémique asymétrique de la relation de supervision dans laquelle le superviseur produit des évaluations du fonctionnement de la patiente. Il décrit ses comportements en ayant recours à des verbes conjugués à la 3e personne et il montre sa connaissance des événements survenus en thérapie comme s'il y était lui-même et justifie ainsi ses évaluations de la posture de la patiente. Du point de vue des rapports de place, la relation est dite asymétrique du fait que le superviseur revendique une expertise clinique sur laquelle la thérapeute s'aligne en prenant une position complémentaire, position visible ici par la ratification des évaluations proposées en ligne 2 et 8. Elle dit « ouais, c'est vrai ». Ensuite, elle dit « en ligne 8 ». Et par la prise de notes aussi synchrone en ligne 9. Donc, on peut vraiment observer de manière multimodale qu'il y a une répartition des rôles et des places qui est ratifiée par l'un et l'autre. Donc, le superviseur endosse pleinement ici l'activité d'enseignement. Un autre exemple, je vais vous lire, c'est donc issu d'un autre tandem. La thérapeute dit, donc voilà, on a un peu discuté, je me suis dit que voilà, c'était comme une manière d'apporter quelque chose à sa réflexion sur la vieillesse. Et puis, donc la thérapeute, ici, on voit la fin d'une longue explication, description d'échange avec son patient. Et le superviseur enchaîne. Je pense que c'est bien parce que tout ce que tu as fait là avec lui, c'est que de parler des étapes à venir, d'attente, de voyage, des courses, de maman. Donc, c'est des étapes de vie à venir. C'est tout dans la réflexion, préparation là-dessus. Et moi, je trouve c'est excellent, c'est excellent. 2 secondes de pause. Dans cet extrait, la superviseure évalue l'action de la thérapeute en débutant son tour par une assertion typique d'une opinion personnelle grâce à un marqueur épistémique, je pense que, en ligne 89. Cette énonciation place la superviseure en position haute du point de vue de l'expertise, de la primauté épistémique. Et de par son statut de formatrice et thérapeute experte, elle détient une autorité sur les pratiques thérapeutiques qu'elle évalue comme pertinentes. Elle a des droits à ce savoir clinique et les revendique très clairement. Elle les argumente ensuite avec des informations recyclées de la description clinique faite par la thérapeute, tout ce que tu as fait là avec lui. Et puis, c'est des informations qu'elle recycle. Alors là, on ne le voit pas dans cette transcription, c'est hors transcription, mais c'est des éléments recyclés de ce qui figure un peu avant cet extrait. Et puis, elle argumente aussi avec des notions théoriques liées aux étapes de cycle de vie, en ligne 91-92. Elle clôt ensuite son tour de parole par un marquage prononcé de son positionnement épistémique d'experte, en soulignant son évaluation par une accentuation. Et moi, je trouve c'est excellent, excellent.
Cette analyse s'inscrit en continuité de la précédente, dans la symétrie des rapports de place. Vous vous souvenez, un expert et puis un non-sachant, qui indique une prise de position haute de la part de la superviseure. Cette configuration est pertinente et significative de celle observée dans les activités d'évaluation en supervision. Et puis, dans l'ensemble de notre collection, aucune séquence n'a montré de négociation par rapport à ces positions, à ces rôles. Donc, cette répartition attendue des statuts et des rôles se voit confirmée vraiment dans l'ensemble de la collection. Rôles et statuts dans la relation de supervision distribuent les places selon le cadre de l'interaction et se voient confirmés dans la majorité des séquences, comme je l'évoquais. Le superviseur, en tant que formateur, détient une légitimité et une autorité épistémique qui définissent un rapport asymétrique dans lequel le superviseur est expert et le thérapeute se trouve dans le statut complémentaire. Les savoirs théoriques et expérientiels cliniques constituent les territoires d'expertise du superviseur et orientent les positionnements réciproques des interactants. Il est donc attendu que le superviseur mobilise des savoirs experts au plan théorique, clinique, dans l'explicitation, la démonstration, pour rendre disponible au thérapeute de nouvelles connaissances utiles justement pour son développement et sa professionnalisation. Comme les activités d'enseignement et d'évaluation, la préparation des interventions futures, avec un S à intervention, cette troisième activité se structure pareillement dans la configuration de place en complémentarité épistémique, donc le superviseur expert et le thérapeute non expert. Toutefois, étant déjà professionnalisé en tant que psychologue ou psychiatre, le thérapeute peut afficher des connaissances et des expertises lui aussi, telles que les psychopathologies, les traitements, ainsi qu'une expérience de la thérapie en tant que thérapeute dans une institution de soins psychiatriques. Il détient également des informations de première main concernant la vie du patient, ses difficultés, symptômes, fonctionnement relationnel, émotions douloureuses, etc., et concernant les événements issus des entretiens thérapeutiques qu'il mène avec son et ses patients. Le superviseur n'a pas d'emblée accès à ces informations, ne connaissant pas forcément les patients dont il est question dans les supervisions. Donc, j'ai observé dans mes données une autre asymétrie dans laquelle le thérapeute endosse un statut d'expert, justement. Vous voyez que là, le rapport est asymétrique, mais dans l'autre sens. Les analyses montrent que le superviseur doit accéder à un certain niveau de connaissance des situations cliniques qui sont convoquées par le thérapeute. Il doit obtenir des informations concernant les patients, les suivis, les traitements et tout élément significatif, en fait, qui ont été repérés par le thérapeute, comme les sensations, les émotions du patient, mais aussi celles du thérapeute lui-même. Donc, pour accéder à ces informations, le superviseur se positionne volontairement en tant que non-sachant, donc SK-, afin d'accéder aux connaissances nécessaires à sa compréhension des enjeux de la relation thérapeutique qui lui sont présentés. Les rapports de place s'inversent alors. Le superviseur, lorsqu'il questionne le thérapeute à propos du patient, se positionne comme non-sachant pour justement solliciter des renseignements supposément disponibles chez le thérapeute. Lorsque le thérapeute produit une réponse, il s'aligne alors à l'activité en cours. En renseignant le superviseur, il prend alors la position de partenaire sachant, complémentaire donc à celle du superviseur. Je vous montre un extrait qui est issu encore d'un autre tandem. Donc, je vais le lire pour vous. Le superviseur dit « Et puis, elle fait les groupes alors, complètement ?» Et le thérapeute répond « Elle a fait les groupes burn-out. Je crois, pour des raisons professionnelles, elle n'a pas fait celui du mercredi, mais elle a fait très sérieusement le groupe du lundi. Je vais commencer par les résonances, parce que c'est une patiente que je pourrais m'endormir à chaque séance, quoi. » Et le superviseur ratifie « Ouais,
Et donc, la supervision se poursuit. Donc, après un début de séquence hors transcription lors de laquelle le thérapeute décrit la situation clinique de la patiente, le superviseur énonce une question à propos de ses activités thérapeutiques. À cette question-là positionne le superviseur dans une asymétrie épistémique inversée, comme je vous le présentais tout à l'heure, comparée aux premières que je vous ai présentées. Il sollicite le thérapeute dans une activité de renseignement dans laquelle le territoire épistémique d'expertise se situe dans la connaissance du patient et de son suivi. Le thérapeute est le participant qui a l'accès à ces informations, il est celui qui sait, il a le degré de certitude le plus haut dans le domaine en question, il est la source de l'information requise, il est celui qui a le savoir le plus direct. La réponse produite entre la ligne 23 et 25 décrit les faits en alignement topical, donc en convergence thématique par rapport à la question du superviseur. Après une micro-pause qu'on voit au milieu de la ligne 25, le thérapeute initie spontanément alors une nouvelle phase de l'activité de renseignement, mais par contre sur un autre territoire épistémique, celui de son propre vécu subjectif. Il parle donc des résonances. Malgré le changement de thème, le rapport de place épistémique reste le même, c'est-à-dire que c'est le thérapeute là qui est expert des informations nécessaires à la supervision. Je vais vous présenter maintenant les interactions, les rapports de place sur l'ordre déontique. Les enjeux de pouvoir entre les personnes constituent un phénomène social inévitable. La littérature en analyse interactionnelle et conversationnelle souligne que c'est dans les interactions entre individus que le pouvoir se construit, se négocie et se maintient. Pour rappel, donc, l'autorité déontique est définie comme le pouvoir légitime d'une personne à déterminer l'action d'une autre personne, mais c'est aussi la capacité à déterminer ses propres actions. Il y a deux types d'autorité, l'autorité déontique proximale, qui consiste à piloter l'agenda interactionnel, donc proximal par rapport à la situation. Donc, c'est le fait de pouvoir déterminer l'action, les actions dans l'interaction tout de suite présente, dans le présent pragmatique, comme on dit. Et puis, il y a aussi l'autorité déontique distale, et là, il s'agit d'assigner des tâches dans le déroulement de la séance elle-même de supervision ou dans le travail thérapeutique avec les patients au sein de l'institution, donc dans un autre moment temporel ultérieur. Je vais vous lire cet extrait qui montre les rapports de place sur l'ordre déontique. Donc, c'est en tout début de séance de supervision. Ça n'a pas encore commencé. Et puis, on voit le thérapeute qui feuillette les pages de son dossier posées sur les genoux. Et puis, il dit alors, et pendant qu'il hésite, qu'il tourne ses pages, le superviseur s'auto-détermine pour prendre la parole. Comment vas-tu? Le thérapeute regarde le superviseur. Je me réjouis des vacances qui arrivent, des longs week-ends. Parfait. Donc, dans l'ensemble de la collection, indique et confirme que ce sont les superviseurs qui détiennent le pouvoir d'ouvrir et de clôturer les séances et que les thérapeutes valident ce droit en s'alignant sur les actions des superviseurs dans ces séquences. Donc, dans la collection, il y a vraiment une variété de manières d'ouvrir les séances, mais toujours il y a un accord sur cette répartition-là des rôles et des tâches. La majorité des ouvertures de supervision comprend une séquence plutôt badine dédiée à des échanges d'informations personnelles et généralement initiées par les superviseurs. L'extrait analysé ici permet d'observer que malgré les prises d'initiative du thérapeute dans les tours de parole premiers, il s'aligne sur les indications du superviseur pour développer les topics, les thématiques, indiquant ainsi que l'autorité déontique se situe en la personne du superviseur. Dans la plupart des séquences de ma collection, les rapports sont négociés de manière congruente, confirmant les configurations places selon les statuts et les rôles du cadre de la supervision. Ici aussi, la pente peut être plus ou moins accentuée
Lorsqu'elle est très accentuée, c'est par exemple lorsqu'il y a ce moment badin d'ouverture. Ensuite, il commence réellement le travail de supervision. Et puis, dans certaines séquences, le superviseur interrompt pour revenir sur autre chose. Donc, c'est vraiment lui qui oriente les interactions, les thématiques dans les séquences d'ouverture et de clôture. Et puis, à tous les coups, le thérapeute s'aligne à ses exigences et à ses demandes. Donc, j'ai observé dans l'ensemble de ma collection un pattern de trajectoire de négociation déontique dans l'analyse de l'ensemble de la collection. Donc, je vous présente ce pattern avec en filigrane un exemple concret qui était abordé par un tandem. Donc, suite à une injonction d'action thérapeutique à mener auprès du patient, par exemple, mettre fin à la thérapie, le thérapeute peut remettre en question la pertinence de la directive du superviseur. La littérature décrit cette action comme la contestation d'une autorité déontique distale. Distale parce que la directive de la superviseure, c'est que la thérapeute interrompe, mais dans les prochaines séances de thérapie, le suivi thérapeutique. Donc, c'est une position déontique distale. Il s'ensuit une négociation à propos des actions futures marquées par des hésitations, des silences, des développements réflexifs à propos de la directive initiale. Puis, j'ai pu observer une proposition alternative qui survient. Donc, la deuxième formulation de l'action future à mener implique que la superviseure et la thérapeute annoncent ensemble la fin de la thérapie au patient lors d'un entretien de réseau. Et donc, ce n'est plus une directive pour la thérapeute de mener cette action seule. Dans une deuxième phase, la superviseure propose qu'elle le fasse ensemble. Les ressources mobilisées par la thérapeute pour résister aux directives de la superviseure sont multiples. On le voit dans les transcriptions. Le questionnement sur le bien fondé de la directive initiale, beaucoup de silence, de la retenue dans les prises de parole, des détournements de regard. La négociation de la décision peut se poursuivre encore. La superviseure, dans l'exemple que je prends, modifie progressivement la symétrie par des marques d'atténuation déontique, donc avec un lexique particulier, des hésitations, des silences, pour laisser la thérapeute prendre son tour. Donc, le rythme de l'interaction ralentit également. Et puis, progressivement, la proposition se transforme. La figure présente le phénomène de symétrisation dans les rapports de place déontiques. J'arrive au rapport de place sur l'ordre émotionnel. Donc, la dimension affective concerne les émotions que les interactants sont autorisés ou attendus d'exprimer dans leurs échanges avec des co-participants. Dans la supervision, les rôles et les responsabilités sont répartis. Pour le thérapeute, il est attendu de sa part qu'il produise des récits d'événements et des partages d'expériences émotionnelles. Et pour le superviseur, il est attendu qu'il soutienne l'explicitation, le récit, qu'il enseigne théoriquement et pratiquement également des aspects d'intervention. Et puis également, une chose intéressante que je n'aurai pas le temps de développer dans cette présentation, mais c'est le travail qu'a le superviseur d'orienter la conversation vers une activité réflexive du thérapeute concernant sa propre posture émotionnelle dans la relation au patient. Donc, dans l'autre chapitre d'analyse de ma thèse, je regarde plus particulièrement ces trajectoires de l'affectivité et puis comment le superviseur et le thérapeute progressivement se déplacent d'un registre alors vraiment émotionnel vers un registre plus cognitif durant lequel le thérapeute développe vraiment une réflexivité sur sa propre posture, ses propres émotions et ses propres réactions. Alors, les bascules de place, comment est-ce qu'elles se donnent à voir dans l'ordre émotionnel? Les partages d'expériences sont justement des récits qui relatent des événements, des actions, des pensées ou des postures affectives des superviseurs. Donc, comme je vous l'évoquais tout à l'heure,
ce qu'il est attendu, c'est que ce soit le thérapeute qui apporte les éléments d'expérience vécue. Et j'observe des bascules de place à certains moments lorsque survient des dévoilements de soi, des expériences cliniques ou privées qui sont décrites non pas par les thérapeutes, mais par les superviseurs, ce qui engendre réellement une bascule de place, une reconfiguration des rôles et puis des attentes réciproques et des actions vraiment du point de vue interactionnel dans l'instant de supervision. Donc, il y a une inversion des rôles, le superviseur devient narrateur. Dans l'ensemble du corpus de données, 51 séquences de travail sur la relation thérapeutique constituent la collection. Ça, c'est ce que je vous avais évoqué dans la partie méthodologique. Et sur ces 51 séquences, j'ai pu observer 38 partages d'expérience de la part des superviseurs dans les productions langagières. La majorité de ces partages d'expérience concernent une situation clinique vécue par le superviseur et certains concernent le vécu dans la supervision elle-même et également certains partages d'expérience dévoilent des éléments d'une expérience de la vie privée du superviseur. Je vous donne un exemple de ce type de bascule de place. Alors, je vous lis la transcription. Donc, la thérapeute dit, donc c'est vraiment dans l'enchaînement, vous voyez, on est à 39 minutes de la supervision. La thérapeute dit, ouais, mais là aussi, je suis frustrée. Je suis frustrée aujourd'hui, mais parce qu'il me semblait quand même qu'elle avait un peu percuté certaines choses. Et la superviseure dit, ouais, elle prend la parole, vraiment, elle commence avec on voit en superposition, hein, pendant que la thérapeute parle, on voit la superviseure qui commence on l'entend faire du bruit et elle prend la parole alors que la phrase n'est pas terminée du point de vue de l'énonciation de la thérapeute. Donc elle dit, ouais, je sais, c'est frustrant des fois le travail avec les patients sévères. La thérapeute ratifie, valide, ouais. Et la superviseure qui enchaîne, parce que moi aussi, des fois, j'ai une borderline là je lui disais, ah ben tiens, là, on a pu créer une alliance. Et puis, pour finir, ça s'est pas fait. Tu sais, celle qui avait été très fâchée contre moi, là, après moi. Donc, dans cet extrait, la superviseure partage une expérience clinique où l'alliance thérapeutique avait été difficile à établir avec la patiente. Le partage d'expérience émerge après l'énonciation d'une émotion ressentie par la thérapeute dans le suivi thérapeutique. L'extrait débute avec un premier tour de parole au cours duquel la thérapeute fait part de son sentiment de frustration, donc, et puis la superviseure rebondit sur le thème de la frustration et partage sa propre expérience d'une posture affective dans la relation avec l'une de ses patientes à elle. Elle introduit des notions théoriques telles que l'alliance thérapeutique, qui fait l'objet d'un développement dans la suite de la supervision. Le partage d'expériences permet la reconnaissance du vécu de la posture du thérapeute. Donc la question de la reconnaissance et des processus affiliatifs, ça c'est une partie que j'ai étudiée de manière plus précise, mais ici elle se donne bien à voir. Et on voit aussi l'apport de nouvelles notions théoriques qui permettent une forme d'enseignement au travers d'un partage d'expériences. Donc, cette gestion de l'affectivité, elle a fait l'objet d'un travail plus détaillé. J'arrive progressivement au terme de la présentation. Ce que j'ai pu observer dans la dynamique des places interactionnelles, c'est qu'il y a un principe organisateur commun aux trois ordres qui résident dans le couple droit et devoir. Donc, pour chaque ordre, le couple oriente les positions des interactants avec des revendications et des exigences qui s'opérationnalisent par des actions pragmatiques et qui impliquent des enjeux relationnels. Donc, si je reprends rapidement ce tableau, sur l'ordre déontique, on a vu qu'il y a des enjeux de pouvoir. Et donc, celui qui a la position déontique forte, haute, décide, assigne des tâches.
La position complémentaire est celle d'exécuter, d'obéir, à moins qu'il y ait une contestation, comme on l'a vu tout à l'heure. Sur l'ordre épistémique, c'est des enjeux d'expertise, de connaissance, d'autorité, d'expertise. Et puis, celui qui a cette autorité d'expertise a le droit pragmatique d'expliquer, d'enseigner. La contrepartie complémentaire, c'est celle de ne pas savoir, de poser des questions, de demander, d'avoir une posture de curiosité. Sur l'ordre émotionnel, les enjeux relationnels sont de l'ordre de la reconnaissance de l'expérience vécue et l'action pragmatique est celle d'exprimer, de raconter, et la contrepartie, c'est d'obtenir un intérêt, une curiosité aussi, mais un intérêt, une reconnaissance de l'expérience affective vécue par des actions pragmatiques de validation et d'affiliation. Donc, je vous avais annoncé que tout ça doit pouvoir être utile. Et puis, la première dimension qui m'intéressait de réfléchir sur l'utilité de cette recherche, c'est de comprendre les éléments de la professionnalité du superviseur. Donc, on peut aborder la professionnalité du superviseur justement du point de vue des trois ordres déontiques, épistémiques et émotionnels. Je ne vais pas tout détailler parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment dans des phénomènes très micro, mais qui sont aussi déployés dans d'autres parties de la thèse, que je peux décortiquer chaque élément, en fait. Mais je vais quand même les parcourir avec vous. Donc, sur le plan émotionnel, la professionnalité du superviseur consiste à être capable de soutenir le récit, de faire en sorte que malgré les émotions, le thérapeute puisse décrire avec beaucoup de détails ce qui s'est passé. Il s'agit également de partager sa propre expérience, le partage d'expérience dont je vous ai montré un exemple, et puis de déplacer progressivement le discours, l'interaction du registre émotionnel vers le registre cognitif. Du point de vue épistémique, il s'agit de revendiquer et d'assurer une position sachante et de se positionner pour un accès aux informations, d'adresser les informations de façon ajustée au thérapeute pour que le thérapeute puisse s'approprier des connaissances. Il y a un ajustement à faire en termes de niveau, en termes de lexique, en termes peut-être aussi d'éléments peut-être confrontants. Donc, il s'agit de s'ajuster au thérapeute, de réduire la symétrie ou d'inverser les places. Parfois, c'est nécessaire, comme on l'a vu, d'identifier et gérer des contestations, de cadrer théoriquement et techniquement, interpréter, se désaffilier. Du point de vue déontique, il s'agit d'assurer la conduite des activités de supervision, de préparer des actions futures, de réduire des asymétries pour obtenir l'accord, en fait, en vue d'actions à mener, et puis de gérer les résistances. Et alors, je vous ai découpé tout ça par ordre interactionnel, mais évidemment, c'est plus compliqué dans la vraie vie. Tout est imbriqué. Bien souvent, il y a dans un même tour de parole des enjeux à la fois de pouvoir, d'expertise, mais aussi d'émotionnalité, d'affectivité. Et donc, la professionnalité du superviseur, c'est d'avoir conscience de ces enjeux, de les repérer et puis d'agir pour que le processus d'apprentissage puisse se déployer. Donc, il s'agit d'agir sur ces trois ordres et puis de déplacer les échanges sur les registres, comme je l'évoquais tout à l'heure, sortir de l'émotionnel et puis entrer dans une réflexion. Lorsqu'on se penche un peu plus sur l'affectivité, on verra que lorsqu'il n'y a pas d'émotion, c'est aussi problématique. Et l'un des éléments de la professionnalité du superviseur, c'est d'impliquer également le thérapeute dans ce qu'il décrit. Alors, je suis sur la conclusion et puis sur les éléments de retombée de la recherche. Je suis très passionnée par cette recherche, comme peut-être vous le voyez ou vous l'entendez, et je la trouve intéressante pour les communautés dans les champs de la santé du social, dans le champ éducatif, dans les métiers de l'humain. En fait, tous les professionnels qui gèrent des émotions
celle des autres, des patients, des usagers, des étudiants, mais aussi ses propres émotions. Donc il y a toute une... on est vous et moi dans une HES, mais plus globalement, tous les métiers de l'humain travaillent avec les émotions, mais particulièrement dans la santé et dans le social, l'émotion est au cœur des échanges, est un levier important pour le travail. Pour les professions aussi qui requièrent des compétences métacognitives, c'est-à-dire d'être capable de penser, de se penser dans l'action, les résultats de cette recherche offrent vraiment un regard sur comment, dans l'interaction, on génère cette capacité de se penser soi-même dans l'interaction différée par rapport à des événements passés, par rapport à des événements futurs, mais parfois aussi de se penser dans le moment de la supervision elle-même. Donc la supervision est vraiment très intéressante sur ce plan-là. Et puis, au plan scientifique, cette recherche, elle contribue aux sciences de l'éducation, sur les méthodologies d'analyse du travail, de la formation, l'éducation scolaire également. Et puis, dans le champ de l'analyse interactionnelle, je pense que cette thèse apporte aussi un certain nombre d'outils de réflexion ou de confrontation, puisque j'ai voulu développer des outils de codage de l'affectivité et puis justement des phénomènes de position, chose que je n'ai pas pu vous présenter là, mais il y a aussi tout un travail méthodologique qui est également intéressant au plan scientifique pour la communauté. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je ressors du partage d'écran pour pouvoir échanger avec vous. Si c'est bien comme ça qu'on avait dit qu'on faisait. Merci beaucoup, Madame Nguyen. Merci pour la richesse de votre partage. C'est clair qu'il nous reste que 6 petites minutes pour un bref échange. Si on souhaite ne pas dépasser les temps des 18 heures, mais j'inviterai les participants à poser. Il n'y a pas eu de questions par les chats, donc peut-être 1 ou 2 questions donc, qui souhaiteraient vous adresser et que vous pourriez nous orienter. Oui, et puis par la suite, il ne faut pas hésiter à m'écrire, je vous répondrai volontiers. C'est ce que j'allais également proposer. Je pense que vous seriez d'accord d'ouvrir vos mails avec nos questions plus ciblées. Mais c'est aussi l'occasion peut-être d'1 ou 2 questions. Volontiers. Si c'est le cas, j'invite à rétablir les micros et la caméra de la personne qui poserait la question. J'ai endormi tout le monde, j'ai trop parlé. Bon, allez, alors je me lance alors, puisque j'avais oublié de Merci, mettre Marco. J'avais oublié d'éteindre ma caméra, excusez-moi. Alors, ce qui m'a surpris dans votre recherche, ce que j'ai trouvé bien, c'était le partage de l'expérience. J'ai envie de me dire, ça m'a l'air tout à fait un peu normal, puis en même temps, est-ce que dans votre étude ou dans des recherches, c'est aussi un petit peu contredit le fait que tout d'un coup, le superviseur parle trop d'expérience et puis qu'il sort un peu peut-être de son rôle. Je me suis dit s'il n'y a pas aussi des risques des fois de dérive, ou voilà. C'est un peu mon questionnement que j'ai. Alors, la question du partage d'expérience et du dévoilement de soi, il y a une littérature sur la question, vraiment, je vous invite à aller la consulter. Alors, la littérature, elle rend plus compte des partages d'expérience ou des dévoilements des professionnels de la santé avec des patients. Et c'est vrai que la question des dérives, des risques, elle est évidemment thématisée. Que ce soit dans la littérature ou dans les recherches qu'on a menées ici à l'école sur le dévoilement de soi dans la relation thérapeutique, un des éléments qui vient structurer finalement le cadre de l'interaction, c'est l'intention et puis l'adressage au patient, donc l'intention thérapeutique, la sélection de ce qu'on va partager pour l'objectif de la rencontre. Donc, dans le cadre de la supervision,
L'objectif de la rencontre, c'est de développer des savoirs sur la relation thérapeutique et donc les contenus, si on fait une analyse topicale des contenus de ces partages d'expériences, ils sont toujours cohérents avec le thème de la supervision. Souvent, lorsqu'ils surviennent en fin de supervision, en analysant vraiment bien l'aspect thématique, on peut voir un effet de synthèse de tous les éléments théoriques, pratiques, qui ont été déployés en amont. Et donc, c'est sous la forme d'un partage d'expériences authentique que le superviseur, visiblement, sélectionne les informations pertinentes pour l'enseignement. Et en ça, je trouve intéressant pour la supervision, la formation, mais également très clairement pour la relation avec les usagers et les patients. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Merci. Merci Marco. Alors, il y a Nathalie Huyepiton qui... Puisqu'il n'y avait pas de questions, je m'étais permis de remercier dans le chat. Merci beaucoup, Alexandra, d'être venue nous résumer vraiment cette riche analyse des 51 parcours. Et c'est vrai que je trouve que c'est un condensé qui est fabuleux pour qu'on arrive vraiment à une conclusion où on voit l'effet de la professionnalisation au travers des 3 ordres que tu as pu identifier. Félicitations pour ce travail, c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres projets de recherche en cours maintenant où cette situation est transposée dans des situations pédagogiques? Ou parce que pour moi, en t'entendant et n'étant pas du tout spécialiste du domaine de la psychiatrie, je me suis dit, il y a tellement d'éléments qui sont transposables dans la relation pédagogique. Est-ce que des travaux sont en cours? Quelle suite tu penses donner? Oui. Alors, merci de tendre la perche, Nathalie. Et puis, je suis contente de te voir. Effectivement, dans nos travaux, alors je ne suis plus dans le laboratoire SMP, mais ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ces objets, que ce soit la relation thérapeutique par l'analyse interactionnelle, le dévoilement de soi également. Mais depuis 3 ans, on étudie, on filme les séminaires durant lesquels profs et étudiants analysent des pratiques réelles thérapeutiques au prisme justement des 3 heures de l'interaction. Et donc, un peu comme des poupées russes ou des mises en abîme, on étudie les dispositifs dans lesquels on étudie ce phénomène de santé. Et puis, actuellement, on vient d'obtenir, Evelyne Berger, donc une de nos collègues, est co-récurrente d'un FNS qui s'intéresse justement à l'usage de l'analyse interactionnelle dans les pratiques de formation en santé. Et donc, on va se pencher particulièrement sur ces questions, mais alors du coup, plus sur l'interaction thérapeutique, mais vraiment sur également l'interaction de formation, mais en contexte HES. De mon côté, je vais continuer de travailler sur la question de la supervision et puis j'aimerais beaucoup continuer d'implémenter l'analyse des pratiques qui existent sous différentes formes. Mais c'est vrai que la supervision permet un travail sur le registre affectif de manière beaucoup plus efficace que d'autres types d'analyse de pratiques. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé de l'affectivité ici, mais ça, c'est vraiment un grand pan de ma thèse. Et puis, je pense à un des apports vraiment sur comment est-ce qu'on gère l'affectivité dans l'interaction avec un étudiant. Donc, oui, j'espère bien continuer d'apporter des choses de ce point de vue-là. Un grand merci pour la réponse et je pense qu'on sera plusieurs à suivre les travaux que tu vas mener ou les gens de ton équipe parce que le passage du registre émotionnel et cognitif nous concerne tous dans notre relation pédagogique ou dans notre relation de travail. Un grand merci. Puis je profite aussi pour remercier beaucoup Marga qui a organisé cette conférence pour le groupe ici thématique qui porte sur la santé mentale. Je remercie aussi Martine Verdon qui est aussi qu'on voit dans les médaillons, mais qui a été une des chevilles ouvrières majeures en étant au secrétariat de la RAID pour organiser ce carrefour recherche et pratique. C'est pour nous important que l'équipe à RAID, avec le soutien de Martine, ou bien les responsables de groupes thématiques, sachent nous faire connaître et découvrir les nouvelles docteurs dans notre discipline, nous offre ce moment d'échange. On l'a limité à 1 heure, mais je pense qu'on aurait pu écouter toute une journée pour entrer dedans plus amplement. C'est vraiment un plaisir d'avoir eu ce temps. Alors,
En respect du timing qui nous était donné, moi, je vous propose de clore cette séance. Un grand merci encore, Alexandra, au plaisir de te voir en personne, en live. Mais Teams, le COVID nous a quand même permis de pouvoir vivre ces moments. Et puis aux collègues qui étaient là présents ou aux gens de l'extérieur, merci d'être venus. Restez informés des rendez-vous qu'on organise à l'école parce que c'est important pour nous d'avoir ce temps d'échange. Les questions ont été très peu nombreuses, on avait peu de temps, mais je pense que c'est parce qu'on a tous besoin de pouvoir bien métaboliser et c'était tellement clair que les questions vont venir après et je vous laisserai le faire en intimité avec Alexandra. Oui, volontiers, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.